Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Votre émission dans son numéro d'aujourd'hui qui va aborder un sujet assez technique et aussi intéressant et d'actualité, la question de la Constitution. Alors, comment est-ce que le juge interprète-t-il le nouveau texte que nous avons désormais comme Constitution au Bénin? C'est ce à quoi s'est attelé Akoignon Clément Daci qui nous propose justement ce bouquin que nous allons parcourir ensemble, la Constitution interprétée par le juge constitutionnel. Il est avec nous sur notre plateau pour échanger avec nous en cette fin de matinée. Docteur Daci, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur mon plateau. Merci. Vous vous êtes intéressé essentiellement à la Constitution. Et comment est-ce que le juge entrevoit-il, je veux dire, les modifications qui lui ont été apportées en 2019, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi est-ce que c'est la Constitution qui vous intéresse? Il y a bien d'autres lois sur le millier pratiquement que la Cour constitutionnelle, en tout cas la dernière, a abordé. Oui, la Constitution, il faut dire que au départ, je n'étais pas allé pour publier un tel ouvrage. C'est par expérience dans mes fonctions passées que j'en suis arrivé, ou plutôt que l'idée de rédiger un tel ouvrage a émergé, puisque j'étais confronté à une situation où il fallait comprendre une disposition de la Constitution. Et j'ai parcouru les écrits de doctrinaires et autres, mais l'idée m'est venue que pour comprendre la Constitution, il faut lire ce que son interprète authentique en dit. Alors, je suis tombé sur cette décision fortuitement qui m'a permis de mieux comprendre la disposition constitutionnelle. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas attendre qu'une nouvelle situation se présente avant d'aller chercher. C'est ainsi que je me suis mis à lire les décisions du juge constitutionnel. Mais au fur et à mesure que je lisais, cette décision me permettait de comprendre davantage presque toutes les dispositions de la Constitution. Je prenais des notes et les notes devenant abondantes, je me suis dit, tiens, je peux en faire un ouvrage qui pourra être utile à plus d'un. Un ouvrage que je ne garderai pas pour moi seul, mais qui pourra être utile à plus d'un. Voilà comment est-ce que l'ouvrage est né. Vous avez choisi justement de nous proposer que la position du juge. Est-ce que quelque part, dans le fond, et quand on voit comment est-ce que le système républicain fonctionne, ce n'est pas un trop grand pouvoir qu'on a confié au juge d'interpréter et de nous faire accepter son interprétation de la Constitution? C'est parce qu'on lui fait confiance. Il a été établi là comme une personne de confiance pour nous éclairer sur le sens de la Constitution. C'est d'ailleurs pourquoi on ne prend pas n'importe qui. On prend des personnes qui ont quand même certaines qualités pour donner, voilà, et pour faire comprendre le sens de la Constitution. Et il arrive justement que ces personnes de qualité, c'est d'ailleurs même pour le bien-être de la science, que ces personnes de qualité, je vais le dire comme ça, je n'ai pas d'autres mots sur la main, se contredisent. Et parfois même, non seulement se contredisent entre elles, mais se contredisent contre elles-mêmes. Je veux dire qu'une décision de la Cour constitutionnelle peut être contredite par la même Cour constitutionnelle. On parle de revirement jurisprudentiel, que ce soit la même Cour, du point de vue composition de ses membres, ou que ce soit deux cours différents, toujours du point de vue composition de ses membres. Est-ce que cet état de choses n'expose pas justement à un danger? Je ne pense pas. Je ne pense pas que cela puisse exposer à un danger. Disons que, premièrement, ce sont des hommes qui interprètent, et toute œuvre humaine est perfectible. Et la deuxième chose, c'est que le propre de la jurisprudence, c'est de parvenir un jour à un revirement. Si c'est une jurisprudence, un jour ou l'autre, on peut s'attendre à un revirement. Voyez, vous prenez le cas, par exemple, des décisions de justice, où dans un premier temps, le juge constitutionnel estime que ces décisions ne peuvent pas faire l'objet de contrôle de constitutionnalité. Mais par la suite, il se dit non. Parmi les actes qui peuvent faire l'objet de contrôle de constitutionnalité, on peut prendre en compte les décisions de justice, mais à condition que ces décisions
touche aux droits humains. Voilà. Alors, si le juge constitutionnel se limitait au fait que bon, les décisions de justice sont carrément exclues du champ du contrôle de constitutionnalité du juge, vous voyez que quelque part, les droits humains peuvent être affectés sans pour autant avoir quelqu'un qui puisse réparer ce tort. Mais le problème, c'est dans l'interprétation justement des décisions. Et je le dis, et je reviens, désolé d'y revenir, je reviens là-dessus. Est-ce que le fait qu'on lui accorde toute cette grande confiance n'est pas un boulevard aussi pour l'abus? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un boulevard pour l'abus, dans la mesure où le juge constitutionnel est établi pour véritablement sauvegarder l'intérêt général. Le juge constitutionnel n'agit pas pour son propre intérêt ou pour des intérêts particuliers. Il agit pour l'intérêt général. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à un abus. Il peut arriver qu'il se trompe, je dis bien qu'il peut arriver. Puisque c'est un être humain. Même quand il a été, et le fonctionnement républicain obligeant, même s'il a été mis ou nommé par un acteur politique, vous voyez un peu la composition de la Cour constitutionnelle au Bénin, c'est l'Assemblée nationale, c'est le président de la République, etc. C'est les juristes de haut niveau, même si, je dois dire, c'est des cadres techniques, c'est d'abord des gens nommés par des politiques. Même s'ils sont nommés par des cadres politiques ou par l'autorité politique ou tous les noms qu'on peut lui donner, je pense que dès lors qu'il a été nommé, il a le devoir d'ingratitude envers celui qui l'a nommé. Ça c'est sûr, ça c'est dans les papiers. Mais c'est bien évidemment ce qu'il est censé faire. Et moi, je lui accorde le crédit de bonne foi. Ça, c'est le technicien qui parle. Alors, venons-en justement à cette loi fondamentale qu'on a modifiée en 2019. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais qui ont échoué. Je ne vais pas réveiller la polémique de faut-il se soulager ou pas, fallait-il ou pas. Mais je voudrais bien en avoir votre avis sur le sujet. Certains ont été tout le temps braqués contre cette révision, d'autres ont été tout le temps ouverts. On a eu des péripéties. Quelle est votre lecture de ce parcours, peut-être même difficile, vers la révision de la Constitution? Oh, bon, ma lecture, je n'ai pas une lecture particulière. Je constate, comme tout citoyen, que la révision n'a pas été facile, mais il fallait quand même le faire. Tous s'accordent à dire qu'il fallait réviser la Constitution, mais ils ne s'accordaient pas sur la manière de le faire. Or, il n'y a pas une manière ou un mécanisme modèle pour le faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire. D'une manière ou d'une autre, il y aurait des grincements de dents. C'est fait, et nous devons évoluer avec. Et je ne pense pas que cela nous ait fait du tort. Je ne pense pas que cette révision nous ait fait du tort. Bon, on est encore à 3 années d'expérience à peu près. Voilà. On verra bien quel est le chemin que cette constitution va faire. Mais pour l'instant, attendons-nous un peu sur l'avis du juge constitutionnel. Les députés ont fait leur travail. Le juge a validé. Vous êtes un technicien du droit. Vous allez me dire certainement que le juge est plus objectif que vous. Mais quels sont les domaines dans lesquels vous avez senti le juge un peu plus libre d'apprécier, je dois dire, tout ce qui a été fait comme modification apportée à ce test-là? Puisque vous l'avez parcouru de long en large. Oui, je l'ai parcouru de long en large et je ne sais pas si on peut parler d'une liberté plus large ou d'une aisance. Le juge, il est resté strictement dans son rôle. Il est resté strictement dans son rôle de gardien de la Constitution. Voilà, et il a fait son travail convenablement. On ne l'a pas vu, je ne sais pas, retoucher un peu, revoir un peu ce que les députés lui ont proposé, comme si les députés ont été bien inspirés. Hein. Non, en fait, il faut se dire... le juge constitutionnel, il n'a pas véritablement compétence à apprécier la décision de l'autorité constituante. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait, oui. Il est là
pour vérifier si les Ce lois, qu'on lui propose sont conformes justement voilà, à la Constitution. Et je pense qu'il a fait ce travail-là. Est-ce que le mécanisme qui devait aboutir à la révision a été respecté? Je pense que ce travail est fait. Mais au-delà, est-ce que c'était opportun de faire cette révision ou pas? Cela ne relevait pas. Mais il a compétence à voir si ce que l'on propose, en tout cas en matière de droits humains, est conforme un peu à je dois dire, ce qui existe. Et là-dessus, la nouvelle constitution a fait quelques réformes quand même. Quelle est votre appréciation justement des nouveaux tests sur ce plan-là? Je pense que la révision dans ce sens n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise dans la mesure où déjà elle institue la suppression de la peine de mort. Et cette peine de mort, ou la suppression de cette peine de mort qui était déjà consacrée avant la lettre par le juge constitutionnel lui-même. Aujourd'hui, nous avons assisté à la création d'une nouvelle juridiction, la Cour des comptes, ce qui n'est pas mal. Dans la sous-région, le Bénin était pratiquement le dernier État à respecter cette exigence. Le Bénin a pu se mettre au pas. Actuellement, au Mali, il y a la situation que nous connaissons qui ne leur permet pas de réfléchir à cela. Et je peux dire que le Bénin fait partie des derniers États à avoir créé une Cour des comptes. Je pense que c'est déjà voilà une avancée. C'est une avancée. Alors, quelque part, on en dit l'homme et la femme sont égaux devant la loi, mais en même temps, le nouveau test propose qu'il y ait une discrimination positive en faveur des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction que le juge a laissé passer là? Pas du tout. Il n'y a pas une contradiction que le juge a laissé passer dans la mesure où, dans les faits, nous savons que les femmes sont beaucoup plus défavorisées. Donc, c'est une manière pour le constituant et non pour le juge constitutionnel de permettre à la femme de parvenir à un niveau d'égalité que l'homme. C'est une question d'équité. En ce sens, c'est une question d'équité. Oui, mais ici, on fait appel à l'équité. Je me rappelle, tout récemment, d'ailleurs, il y a eu un débat relancé par Maître Marie-Lise Bedeau pour rappeler un peu le contexte dans lequel on a adopté le régime monogamique pour ce qui concerne, donc, je dois dire, le choix quand il s'agit donc des mariages. Parce que justement la Constitution consacrait que l'homme et la femme sont égaux, il fallait voir si dans la loi sur les personnes et la famille, on permettait à l'homme de faire l'option de la polygamie, s'il fallait aussi permettre à la femme de pouvoir avoir cette liberté-là. Et c'est parce que justement, au nom de ce droit d'égalité homme-femme, c'est au nom de ce droit que les députés ont dit, bon, écoutez, on ne pourra pas aller dans ce sens, donc ils ont choisi la monogamie. Pour résumer un peu, je dois dire les propos de Maître Marie-Lise Bedeau. Si dans ce cas, on a été rigoureux, puisque nous sommes toujours dans l'éthique là, et même un peu dans la morale, et le droit aussi a quelques champs à exercer, en tout cas de ce côté-là. Si on est resté aussi rigoureux, pourquoi on ne peut pas rester rigoureux aussi en matière d'accès justement aux fonctions politiques, et notamment pour ce qui concerne les postes électifs, et qu'on a choisi, et le juge a même accepté, qu'on ait choisi de faire un peu de faveur aux femmes. Oui, ce n'est pas, je répète, ce n'est pas le juge qui a choisi, c'est le constituant. Il a laissé passer, oui, j'ai dit. Mais... Oui, c'est le constituant qui l'a choisi et je l'ai dit tout à l'heure, il ne revient pas au juge constitutionnel d'apprécier l'opportunité des choix du constituant. Il est là pour vérifier si ce qui se fait ou le fonctionnement de la société en général est conforme à ce que le constituant a établi. Maintenant, pour me prononcer sur ce que le constituant lui-même a établi, nous savons dans les faits que les femmes sont plus généralement défavorisées. Elles sont plus généralement défavorisées. Et vous verrez que malgré l'insertion d'une telle disposition dans la Constitution, cela ne suffit pas à renverser la tendance. On ne va pas avoir les changements du jour au lendemain. Voilà. Il faut aller progressivement. Il fallait quand même donner ce coup de pouce pour permettre
d'accélérer ou plutôt favoriser cette égalité-là entre hommes et femmes. La question de la laïcité aussi de l'État, cela a été confirmé par le constituant et c'est enfin, entériné, si vous voulez, ou laissé passer par le, par le juge aussi. Je me dis que quelque part, est-ce qu'il fallait réaffirmer cette autorité-là? Est-ce que le constituant en avait besoin? D'autant plus que l'ancien texte avait déjà établi le fait. Oui, cela n'a pas été touché. Oui. Cela n'a pas été touché par le constituant, ni le constituant originel, ni celui dérivé, c'est-à-dire celui qui a procédé à la modification. C'est nécessaire pour un vivre ensemble paisible. Mais le fait de convoquer le soutien de l'État ou du gouvernement aux confessions religieuses, n'est-il pas un glissement, je dois dire, puisqu'on laisse la liberté justement à l'État ou au gouvernement de choisir en fonction peut-être de leurs humeurs les soutiens qu'ils apportent aux différentes confessions religieuses? Oui, bien sûr. Qu'on le veuille ou non, c'est une partie de la population. Et le fait de venir ou de soutenir d'une certaine manière telle congrégation religieuse ou telle autre congrégation religieuse n'entache en rien le principe, le respect. On a parlé d'équité, on a parlé d'égalité. Si je ne me retrouve pas dans les confessions religieuses, alors que je suis citoyen, que je m'acquitte de mes droits civiques, je paye mes impôts et tout, au nom de quoi on prend ce que, enfin, ma quote-part, ma contribution pour aller soutenir des gens dont les activités ne m'intéressent pas? Non, mais vous ne vous êtes pas manifesté par rapport à votre congrégation religieuse. Si X, dans sa congrégation religieuse, s'est manifesté et que le politique a estimé qu'il est nécessaire de le soutenir, il le fait. Mais si les autres n'ont pas manifesté le besoin, est-ce qu'ils peuvent dire qu'il y a véritablement un penchant vers telle ou telle congrégation? Je ne pense pas. Les autres ne se sont pas manifestés. Il fallait attendre qu'ils se manifestent et qu'ils soient confrontés à un refus avant de pouvoir dire, voilà, le pouvoir étatique est favorable à telle ou telle congrégation religieuse. Tel n'a pas été le cas. On a vu à un moment donné de notre vie politique une forte présence d'une congrégation religieuse donnée dans les arcanes du pouvoir, pratiquement même au sommet de l'État. On a vu même un chef d'État prononcer plusieurs fois, je dois dire, ou mettre en avant son appartenance religieuse. Et bien avant même, on a vu quelqu'un même faire la campagne électorale dans ce pays avec la Bible. Est-ce que cela n'expose pas, même si ce n'est pas écrit ou prononcé expressément par l'acteur politique, est-ce que quelque part on n'est pas en train d'aller progressivement vers peut-être une dérive sur laquelle le juge devrait attirer notre attention? Ou peut-être s'il est saisi par un citoyen. Oui. Je pense que sur le terrain politique, les acteurs politiques usent des moyens qui sont à leur disposition pour véritablement réussir leur projet. Mais cela ne veut pas dire que le juge constitutionnel n'est pas vigilant par rapport à la situation. Je pense qu'en son temps, si une situation une situation déplorable naissait et que le juge constitutionnel était saisi de la question, il se serait prononcé. Mais je pense que la situation ne s'était pas présentée. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit les mêmes moyens de faire la politique qui se présentent dans notre contexte actuel. Donc bon, à chaque époque, voilà. Alors, votre ouvrage est dans l'esprit d'aider les analphabètes du droit comme nous, d'accéder un peu à l'esprit du juge, à comprendre un peu sa perception de la Constitution. Mais j'ai remarqué que vos techniques, enfin, votre langage n'est pas aussi très ouvert à nous profanes. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut vous suivre? Oui, il faut dire que c'est la première édition. J'aurais bien voulu que les décisions soient écrites dans un langage très courant, dans un français facile
pour permettre à chaque citoyen qui lit de comprendre. Mais si je le faisais, c'était au risque de dénaturer le sens des dispositions ou le sens des décisions du juge constitutionnel. Vous allez constater que je n'ai même pas pris le risque d'émettre mes propres idées, d'émettre mes propres opinions. Je n'ai pas pris le risque de le faire parce que j'ai voulu que le citoyen qui lit comprenne tel que le juge constitutionnel lui-même comprend dans son langage. Souffrez que, ce soit ceux qui comprennent le langage du juge constitutionnel qui puissent comprendre ce que l'ouvrage dit. Et c'est vrai, on ne peut pas du jour au lendemain parvenir à ce niveau-là où ce serait vraiment très accessible à tout le monde, mais c'est déjà un pas qu'on ait quelque chose pour permettre à ceux qui ont déjà un certain niveau de comprendre davantage ce que la Constitution... Parce que j'avoue, le débat sur le contenu de la Constitution, un texte d'ailleurs qui intéresse tout Béninois, qui qu'il soit, et à quelle obédience religieuse, politique ou qu'il appartienne. Ce texte, quand il arrive d'en faire débat, on a bien l'impression que le débat ne se fait qu'entre ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire un cercle fermé, où parfois la majorité même de la population est complètement et totalement exclue. C'est d'ailleurs pour cela que j'apprécie bien votre démarche de faire une campagne un peu d'explication de quelques notions de droit. Au-delà peut-être de cette façon de procéder pour apporter de la lumière aux populations et aux profanes, que vise cette campagne concrètement? Cette campagne vise à rendre service à tous. Moi, je suis toujours guidé par l'idée que la meilleure manière de vivre consiste à être utile aux autres. Ce que j'ai appris, c'est le droit. En quoi est-ce que le droit peut contribuer à améliorer la vie de mes concitoyens? Je ne peux que leur offrir ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est quelques connaissances en droit. Je ne dis pas que je suis un érudit du droit. C'est ce que j'ai appris que je partage avec les citoyens. Vos interprétations? Pas forcément toujours mes interprétations. Si vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a toujours les décisions de justice et souvent je mets en bas les références des décisions pour qui veut aller chercher et vérifier, qu'il puisse voir d'où est-ce que je tire ces informations. J'aurais été un médecin que à chaque poste, j'aurais mis ce qu'il faut faire pour éviter telle ou telle maladie ou telle chose. Je suis juriste. C'est ce que je peux offrir aux citoyens, qu'ils puissent comprendre les textes qui régissent sa société et lui permettre d'éviter éventuellement certaines difficultés dans sa vie courante. Docteur Dassi, rapidement un mot pour finir, hein? Le temps il est passé. Je vous remercie et que dire pour finir? Que le droit est passionnant. Il est parfois écrit dans un langage sibyllin et pour le comprendre, il faut se référer à ceux qui l'interprètent. C'est vrai qu'à un moment donné, on est perdu dans l'interprétation parce que, les idées, les opinions divergent, mais je pense que ceux qui sont chargés de faire une interprétation authentique, tout au moins eux, ils ont cette présomption de vérité à laquelle il faut se fier. Et j'encourage tout le monde à le faire et surtout à lire l'ouvrage pour davantage comprendre la Constitution. J'avoue que c'est un ouvrage assez intéressant, en tout cas, qui aide à mieux cerner un peu la Constitution telle qu'elle se présente depuis 2019 et comment est-ce que le juge constitutionnel le perçoit, le test. Et ça aide beaucoup à la compréhension aussi, même si il faut aussi avoir un niveau intellectuel donné. Merci beaucoup, docteur Dassi. Merci pour cette œuvre républicaine et cette passion pour le droit. Je vous souhaite bonne chance et du courage surtout. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On a discuté du livre La Constitution interprétée par le juge constitutionnel, une production donc du docteur Dassi que nous avons reçu sur ce plateau. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'est donc la fin de ce plateau. On va se retrouver samedi prochain quand il va sonner 9 h. D'ici là, vous portez très bien et vous passez un très bon week-end en compagnie de Canal 3 Bénin.